Chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs nos invités, monsieur le vice-président de Bolivie, qui était avec nous tout à l'heure, je voudrais commencer par vous dire évidemment la fierté et le bonheur que j'ai à ouvrir la discussion générale ici pour ce 4e congrès du PGE à Madrid. Nous sommes ici, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président de Bolivie, nous sommes ici l'espoir et la vie dans une Europe apathique et fatiguée du néolibéralisme. Et nous sommes fiers d'être de ce côté-là, du côté des peuples qui résistent, du côté de ceux qui font battre le cœur de nos sociétés, de ceux qui feront le futur de l'Europe. Nous sommes plus que jamais des combattants. Et avant d'en venir directement au vif du sujet, de notre sujet ici au Congrès, je veux rendre un hommage à l'un des plus grands combattants du XXe siècle, évidemment à Nelson Mandela. Ici, il y a eu un hommage international, universel à Nelson Mandela, et nous nous en félicitons. Mais ici, notre hommage n'est pas un hommage de dernière minute, n'est pas un hommage de circonstance. Nous avons été, dès les premières heures, aux côtés de Nelson Mandela et des siens, aux côtés de l'ANC, du Parti communiste sud-africain, de la COSATU, en fait des combattants de la Triple Alliance qui ont permis la victoire contre l'apartheid et qui continuent aujourd'hui la lutte. Mandela restera pour nous le symbole de la lutte pour l'émancipation humaine, une lutte de portée universelle, une lutte collective qui n'a pas été celle d'un homme et qui reste plus que jamais celle de tout le peuple sud-africain. En Europe, nous sommes dans un moment historique. Notre congrès est extrêmement important. Nous le tenons dans une période de crise inédite, une crise qui est tout à la fois celle du système capitaliste financiarisé et de l'Union européenne, dans une période de bouleversements socio-économiques et politiques, voire de chaos, dans nos pays comme au plan européen. Il s'agit peut-être, c'est notre 4e congrès, mais il s'agit probablement du congrès le plus crucial depuis la création du PGE. Et nous devons, durant ces 3 jours, faire les choix qui feront du Parti de la gauche européenne un acteur majeur du conflit de classe qui s'intensifie dans toute l'Union européenne et partout en Europe. À Paris, lors de notre dernier congrès, il y a 3 ans, nous avions décidé, je cite, une nouvelle étape du développement et du rayonnement du PGE. Nous avons, je crois, réussi. Nous avons fait de remarquables progrès en ce sens depuis 3 ans. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Notre ambition est beaucoup plus grande que celle-là. Nous voulons devenir, avec la gauche européenne, un acteur majeur du combat politique en Europe. Pas ceux qui regardent le combat comme des spectateurs attentifs ou des gens qui pèsent un peu dans un coin du débat politique. Nous voulons être un acteur majeur de ce débat pour que puisse s'ouvrir enfin le chemin d'une alternative politique de gauche à la crise actuelle et pour construire le front social et politique européen qui pourra emporter les objectifs. Je crois que nous en sommes capables et que les forces existent en Europe. Mais elles sont trop dispersées, trop divisées, nous le savons. Et notre tâche est de les unir et de leur donner confiance. Et c'est donc avec cette confiance que je veux essayer de vous présenter les grands enjeux sur lesquels nous devons prendre des décisions lors de ce congrès. Juste avant cela, je veux saluer toutes celles et ceux qui ont permis la tenue de ce congrès. Je pense évidemment tout particulièrement à nos camarades d'Espagne et de Catalogne,
Je crois que nous pouvons les applaudir car ils ont fait un remarquable travail. Je voudrais aussi, avant d'entamer le vif de mon propos, saluer la mémoire de toutes celles et ceux qui ont rendu possible, depuis le premier jour, les avancées et les progrès successifs du Parti de la gauche européenne et qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Je pense singulièrement à deux d'entre eux, notre camarade portugais Miguel Portas et notre camarade allemand Lothar Bisky, qui fut le second président du Parti de la gauche européenne. Tous deux ont beaucoup compté dans l'histoire du Parti de la gauche européenne. Notre congrès leur rendra hommage à juste titre, mais je voulais en dire un mot pour ma part. Chers camarades, je ne reviendrai pas dans cette intervention sur la description de la crise terrible que connaît notre continent. Nous la connaissons tous, vos interventions l'exposeront, nos documents politiques la caractérisent parfaitement. Je veux plutôt me concentrer sur l'avenir, sur la manière dont nous allons essayer d'offrir un autre futur à l'Europe, à nos peuples, aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes et aux hommes de notre continent. Cela demande de notre part des initiatives politiques ambitieuses qui parfois nous dépassent, à la hauteur des défis colossaux qui sont devant nous. L'enjeu, je le redis, c'est de permettre, et c'est nécessaire et possible, une issue progressiste pour les peuples d'Europe. Nous ne sommes pas dans une situation ordinaire. L'Union européenne traverse, à proprement parler, une crise existentielle. Tous les fondements de la construction européenne, tous ces traités sont aujourd'hui en cause. Ce qui est mis en cause par la crise, ce sont les politiques de mise en concurrence systématique au service des seuls intérêts du marché, avec la déréglementation sociale, le dumping salarial, le chômage de masse et la précarité, l'attaque généralisée contre les systèmes sociaux. Ce qui est en cause, c'est la toute-puissance des marchés financiers, consacrée par le rôle donné à la Banque centrale européenne et à son bras armé en ce moment, la Troïka. Ce qui est en cause, c'est l'autoritarisme qui confisque de plus en plus de pouvoir aux citoyens, aux peuples européens et à leurs parlements élus. La crise, en vérité, a révélé depuis 4 ans les tares fondamentales de la construction européenne néolibérale. Ce n'est pas une crise de la dette. Nous ne traversons pas une crise de la dette. Les dettes publiques ne sont pas le résultat de l'excès des dépenses publiques. Elles sont la facture de la crise financière capitaliste, une facture que les marchés cherchent aujourd'hui à présenter au peuple européen. La réponse austéritaire a tout aggravé et aujourd'hui l'Europe est dans une impasse profonde, je dirais même une impasse de civilisation. Les dirigeants européens enfermés dans leurs dogmes n'ont pas de vision pour l'avenir de l'Europe. Ils sont en train, si nous les laissons faire, ils sont même en train de tuer l'idée d'une Europe de coopération et de solidarité. Ils ont choisi les marchés plutôt que les peuples et chaque jour, ils sont un peu plus illégitimes. Le rejet populaire de cette Union européenne néolibérale est désormais massif et généralisé en Europe. Et c'est à nous de prendre en charge l'avenir de l'Europe pour reconstruire l'espoir populaire. Jamais encore les politiques de l'Union européenne n'avaient provoqué un mécontentement d'une telle envergure. Jusque dans la zone qui était considérée comme la fierté de la construction européenne, la zone euro. Dans les pays placés sous assistance de la Troïka, les mesures draconiennes imposées sur un mode punitif pour les populations jettent le discrédit sur l'Europe actuelle et les dirigeants qui l'incarnent. Et partout, dans chacun de nos pays, les pêcheurs en eau trouble de l'extrême droite cherchent à exploiter ce rejet et nous le savons, la menace est extrêmement sérieuse. Des voix dans ces conditions s'élèvent
et ce débat traverse aussi les forces de gauche en Europe, s'élève dans ces conditions en faveur du retrait de tel ou tel pays de la zone euro, ce qui aboutirait à plus ou moins court terme à la dissolution de la zone euro. Autant nous pouvons comprendre que l'exaspération puisse conduire des citoyens à envisager cette extrémité quand on ne leur laisse pas le choix que de l'enfoncement dans la crise. Autant nous considérons qu'il s'agirait d'une fausse solution, porteuse de graves dangers. Dans le monde impitoyable où nous nous trouvons, cette solution pousserait les peuples, devenus plus que jamais concurrents face au marché, à se livrer une guerre économique sans merci. Les grands groupes et les États hégémoniques seraient sans doute les seuls gagnants de ce chacun pour soi. Pour promouvoir au contraire les solidarités et l'esprit coopératif qui nous font aujourd'hui si cruellement défaut en Europe, nous pensons au contraire que nous avons besoin d'une nouvelle Europe, d'une nouvelle Union européenne radicalement différente, refondée sur d'autres bases. Nous voyons bien le piège qui est tendu aux peuples européens. Les peuples n'auraient plus qu'un seul choix, soit l'enfoncement dans l'Union européenne, de plus en plus autoritaire, fédérale, antisociale, soit la sortie, soit le retour au chacun pour soi dans la jungle de la mondialisation, voire pire, vers le retour des concurrences, des guerres, des xénophobies nationalistes. La situation actuelle, par exemple, dans l'Est de l'Europe, est à cet égard extrêmement préoccupante. Les peuples de ces pays, dévastés par les politiques libérales, risquent aujourd'hui de devenir les otages de l'affrontement des puissances, l'Union européenne contre la Russie, et l'otage des affrontements des oligarchies nationales pour le contrôle des ressources et des marchés. L'Union européenne n'a aujourd'hui qu'un seul modèle à leur proposer, celui du libre-échange. Et les pouvoirs en place, bien souvent corrompus dans ces pays, ne répondent aux peuples qui essayent de se sortir de cette situation que par la répression des aspirations démocratiques. En vérité, dans un cas comme dans l'autre, les peuples n'ont jamais la parole. Notre vision est totalement différente. Nous voulons une refondation européenne pour reconstruire une union de peuples et de nations libres, souverains et associés. Une union qui coopère pour le progrès social de tous et non pour le profit des plus riches. Pour nous, les axes de cette refondation à laquelle nous travaillons depuis des années sont maintenant clairs. Il faut stopper les politiques d'austérité, les stopper partout, chasser la troïka pour redonner la priorité au développement social, pour investir dans la transition écologique, pour redonner la priorité à la solidarité, aux services publics. Il faut démanteler la toute-puissance des marchés financiers en renégociant partout la dette pour annuler sa partie illégitime et en changeant le rôle et les missions de la Banque centrale européenne pour financer réellement le développement social. Il faut ensuite remettre le cap sur le progrès des droits humains et sociaux dans toute l'Europe, en les faisant partout respecter, en les harmonisant progressivement vers le meilleur. Et je pense singulièrement, comme ça vient d'être dit tout à l'heure, aux droits des femmes qui sont gravement menacés dans tout ou partie de l'Europe. Il faut reconstruire des échanges justes entre pays européens contre le monde d'inégalité actuel et aussi des échanges justes avec le reste du monde en bloquant notamment le projet de grand marché transatlantique. Il faut construire une Europe de la paix qui sorte de l'OTAN, qui engage le désarmement et qui œuvre partout dans le monde à la solution politique et non militaire des conflits. Enfin et surtout, et j'aurais presque dû commencer par là, il faut restaurer la démocratie en donnant systématiquement la parole au peuple
sur les décisions structurantes de l'Union européenne et en respectant les souverainetés des parlements aujourd'hui bafoués. Nous sommes, oui, pour cette Europe-là, celle qui retrouvera le chemin de l'émancipation humaine. Alors, comment avancer dans cette voie? Nous pouvons déjà nous appuyer sur ce que nous avons déjà fait. Le Parti de la gauche européenne a œuvré à tous les rassemblements nécessaires ces 3 dernières années pour avancer vers la constitution de ce que nous appelons un front européen social et politique de progrès. Le Parti de la gauche européenne a ainsi intensifié ses échanges avec le mouvement social et syndical, mené une politique volontariste qui a coïncidé d'ailleurs avec la recherche nouvelle pour beaucoup de forces sociales d'interlocuteurs politiques nouveaux. Nous avons organisé un sommet alternatif à Bruxelles en mars 2012, en présence d'un très grand nombre de ces forces sociales et syndicales. Nous avons été un partenaire actif de l'Alter Summit à Athènes en juin 2013. Et je veux également saluer la présence nouvelle à notre congrès, il vient de prendre la parole avant moi, d'Ignacio Toro et demain de Bernadette Ségol, qui sont respectivement président et secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats. Nous avons également intensifié notre travail de relation avec toute une série de forces politiques nouvelles en Europe qui cherchent leur voie, la voie de leur engagement à gauche. Nous l'avons fait dans plusieurs régions d'Europe où nous étions jusque-là absents. Je pense aux Balkans. Nous avons intensifié notre travail avec plusieurs forces des pays nordiques. Je pense aussi à la Grande-Bretagne. Je pense aux pays de l'Est européens. Nous proposons d'ailleurs de modifier nos statuts, et nous en discuterons demain, pour créer la possibilité de devenir un parti partenaire du Parti de la gauche européenne, afin d'élargir encore nos coopérations et notre rayonnement. Nous avons aussi travaillé à des rapprochements efficaces et maintenant pérennes, durables, avec le Forum de Sao Paulo et les forces de gauche latino-américaines, et la prise de parole tout à l'heure du vice-président de Bolivie est le signe des progrès du travail accompli. Et nous avons fait de même avec les forces de gauche de la Méditerranée. Tout cela est essentiel. Nous voulons que ce travail d'échange, de coopération, d'élargissement du PGE continue, et nous voulons qu'il soit tourné vers l'action pour la transformation concrète de l'Europe, du monde et de la vie des peuples. Le parti de la gauche européenne n'est plus seulement aujourd'hui un carrefour d'échanges politiques. Il est devenu un parti de coopération concrète, un parti d'action, un parti de proposition, un parti de transformation. Et notre document politique comporte 2 séries de décisions extrêmement importantes que je veux souligner. La première concerne justement nos campagnes d'action et de proposition. Nous voulons que le Parti de la gauche européenne mène chaque année des campagnes politiques qui permettent l'appropriation militante et citoyenne de nouveaux objectifs communs. C'était d'ailleurs le sens de la décision que nous avions prise en 2010, le sens de l'initiative citoyenne européenne que nous voulions utiliser, qui portait sur la création d'une banque ou d'un fonds européen public pour le développement social et écologique. Nous avions avancé vers cette proposition, réuni des forces autour de cette proposition. Le refus de la Commission européenne d'enregistrer notre demande a révélé la violation autoritaire des droits démocratiques des citoyens européens, ainsi que l'intolérance profonde des dirigeants européens néolibéraux face à toute proposition alternative. Mais il en faudra bien plus pour nous décourager. Aussi, nous proposons dans le document politique qu'en 2014, nous menions une grande campagne de sensibilisation et d'action pour mettre en échec le projet de grand marché transatlantique. Ce projet est extrêmement dangereux pour les peuples européens, mais pas seulement, pour tous les peuples d'Amérique et les peuples du monde. Et je crois que nous avons beaucoup à faire pour révéler le danger de ce projet et pour rassembler, pour le mettre en échec. C'est une bataille que nous pouvons gagner.
Il n'y a rien d'irréversible dans ce qui se passe en ce moment. Nous pouvons empêcher la signature du projet de grand marché transatlantique, exactement comme nos camarades latino-américains ont mis en échec le projet de la zone de libre-échange entre les États-Unis et l'Amérique latine. Nous proposons également d'organiser en mars prochain à Bruxelles un sommet sur la dette pour porter nos propositions dans la campagne des élections européennes. La dette est devenue une arme idéologique pour justifier les politiques d'austérité et d'inégalité. Nous voulons promouvoir d'autres solutions pour stopper l'austérité, financer autrement la relance de l'activité, répartir autrement les richesses. Cette initiative s'adressera à toutes les forces politiques, sociales, syndicales, universitaires, prêtes à travailler avec nous sur ces alternatives. Enfin, je veux souligner l'importance que nous accorderons au cours de l'année 2014 à toute une série d'initiatives prises par nos partis sur la paix, tout au long de cette année consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Je pense notamment aux initiatives que nous tiendrons au début de cette année à Verdun, puis à Sarajevo. La deuxième série de décisions concerne le renforcement de notre travail de convergence politique. Je l'ai déjà évoqué, mais je veux attirer l'attention sur cette proposition fondamentale du document politique qui propose que le Parti de la gauche européenne soit désormais à l'initiative chaque année d'un forum politique européen des alternatives. Nous voulons, dans cet espace politique nouveau, réunir chaque année l'ensemble des forces politiques, celles du PGE, mais au-delà, toutes les forces de gauche qui voudront travailler avec nous, toutes les forces sociales et syndicales, toutes ces forces qui veulent chercher à travailler à des alternatives aux politiques d'austérité. La première édition de ce Forum européen des alternatives, si nous le décidons, pourrait se tenir à l'automne 2014, après les élections européennes, dans le nouveau paysage politique qu'elles dessineront. Évidemment, tous nos efforts politiques vont d'abord converger dans la préparation des élections européennes qui se tiendront fin mai 2014. Elles seront absolument décisives dans cette situation. Et elles vont marquer, c'est évident, car il n'y aura pas de statu quo, elles vont marquer très probablement des évolutions sensibles des rapports de force politiques en Europe. Si nous savons ouvrir des perspectives de progrès aux forces citoyennes, sociales, politiques, qui cherchent une issue alternative dans la solidarité, je crois que nous pouvons réaliser des progrès très importants dans de très nombreux pays européens. Et ce doit être notre objectif central jusqu'à la fin mai 2014. Permettre une poussée de gauche la plus forte possible dans chaque pays européen et renforcer à travers cela, avec ses résultats, le groupe de la GUE-NGL au Parlement européen. Ce groupe dont il faudra préserver le caractère confédéral pour lui permettre d'accueillir la diversité des forces antilibérales et de gauche, est un bien extrêmement précieux. Sa présidente, Gabi Zimmer, prendra la parole demain. Nous la saluons aujourd'hui, ainsi que tous les députés de la GUE qui sont présents à nos travaux. Nous voyons bien, face aux efforts que nous allons déployer, toutes les manœuvres en cours pour maintenir, malgré le désaveu populaire, la mainmise du Parti populaire et du Parti socialiste européen sur le Parlement. Nous voyons aussi le danger de l'extrême droite. La chef du Front national français, Marine Le Pen, vient de faire le tour des capitales européennes pour tenter la création d'un groupe d'extrême droite dans le futur Parlement européen. Ces forces brunes, xénophobes et racistes, vont chercher à surfer sur le rejet de l'Europe. Les sociaux-démocrates vont, eux, chercher à apparaître comme le rempart face à ce danger. Dans une déclaration commune publiée à Berlin le 23 octobre dernier, le SPD allemand et le Parti socialiste français de François Hollande déclarent, je cite, «
Nous voulons susciter une nouvelle confiance en Europe en faisant campagne pour le changement en Europe, pour une Europe plus démocratique, sociale et durable. Et ils ajoutent, c'est ce que nous souhaitons proposer au peuple pour les élections européennes de 2014. Et dans cette déclaration, le Parti socialiste français de François Hollande apporte son soutien à la candidature de Martin Schulz pour la présidence de la Commission européenne. Mais quel crédit ont ces forces quand le SPD est désormais partie prenante d'une grande coalition sous la houlette d'Angela Merkel en Allemagne? En vérité, ils se moquent du monde. L'alternative de gauche, c'est nous. Notre Congrès devra donc décider si nous présentons, pour mener cette bataille qui se mènera dans chacun de nos pays, avec chacun de nos partis, mais pour décider si nous présentons, pour nous aider à mener cette bataille, un candidat à la présidence de la Commission européenne. Le Conseil des présidents, vous le savez, a mis en débat cette question en octobre, avec une option pour une réponse positive de notre parti et une proposition nominative qui est celle de la candidature d'Alexis Tsipras. Nous déciderons Nous aurons à prendre notre décision. Nous aurons à prendre notre décision en deux temps. Samedi, nous voterons sur le principe ou non d'une candidature portée par le Parti de la gauche européenne, puisque cette question de principe fait débat à l'intérieur du parti de la gauche européenne. Et dimanche, nous désignerons notre candidat si notre réponse est positive. Je rappelle quel est l'esprit dans lequel le Conseil des présidents a ouvert ce débat, un esprit qui, je crois, est d'ailleurs celui de la très grande majorité de nos partis aujourd'hui. Je cite ce que nous disions en octobre en ouvrant la consultation des partis du PGE et au-delà. Les élections européennes seront décisives pour donner la parole au peuple en lutte contre l'austérité. La démocratie est bafouée en Europe. Seuls les marchés financiers font la loi. Pourtant, c'est aux citoyens, au peuple, que doit revenir le pouvoir de décider de l'avenir de l'Europe. Les souverainetés populaires quotidiennement attaquées doivent être respectées. Le Conseil des présidents a discuté de la possibilité de présenter un candidat commun à la présidence de la Commission européenne. Le Parti de la gauche européenne ne croit pas que cette disposition nouvelle soit de nature à démocratiser l'Union européenne. Elle ne masquera pas, comme l'espèrent les dirigeants européens de la Troïka, leur autoritarisme. Mais nous ajoutions, il n'y a pourtant aucune raison, lors de la campagne électorale, de laisser le monopole de la parole aux forces responsables de la crise. Les peuples, les travailleurs, toutes celles et ceux qui luttent contre l'austérité et pour une refondation de l'Europe doivent avoir un porte-voix dans cette campagne. Pour le Parti de la gauche européenne, cette candidature serait un symbole fort d'espoir pour l'Europe. La Grèce a servi de cobaye aux politiques d'austérité, mais la Grèce a résisté et résiste encore. Et Syriza, le parti dont Alexis Tsipras est le président, a eu à rassembler le peuple grec contre les mémorandums barbares et l'autoritarisme et pour un redressement de la Grèce dans une Europe solidaire. La voix d'Alexis Tsipras serait donc pour nous celle de la résistance et de l'espoir face aux politiques ultralibérales et face à la menace de l'extrême droite. Cette candidature pourrait rassembler de nombreux citoyens et de nombreuses forces politiques. Voilà ce que nous disions. Le débat a eu lieu. L'heure est maintenant venue de décider. La très grande majorité d'entre nous y sont favorables. Certains partis ne le sont pas. Non en opposition à la candidature d'Alexis, mais par hostilité aux principes qui, à leurs yeux, crédibiliserait une commission que nous jugeons illégitime et antidémocratique. Nous allons mener au bout ce débat et nous allons le faire en décidant avec l'esprit de rassemblement qui nous caractérise.
Dans mon esprit, il est clair que notre décision n'a pas vocation à s'imposer de manière autoritaire aux partis qui ne souhaiteraient pas la relayer, ni aux partis de la GUE-NGL, non membres du PGE, qui ne se reconnaîtraient pas dans notre décision. Cette candidature, si nous la décidons, et je le souhaite ardemment, sera mise à la disposition de toutes les forces qui le souhaiteront pour renforcer la lutte anti-austérité et le poids politique de nos alternatives en Europe. Si nous le décidons, il faudra alors afficher de très grandes ambitions. Il en ira de notre crédibilité et de celle de Syriza en Grèce. Enfin, il me revient pour conclure d'évoquer la dernière décision que nous aurons à prendre, le renouvellement de notre direction. L'élection aura lieu dimanche, comme vous le savez. Il y a un très large consensus, pour ne pas dire l'unanimité, sur la poursuite d'une présidence collective. L'expérience a validé cette innovation que nous avions faite au dernier congrès à Paris en 2010. Je présenterai demain, après la dernière réunion du Conseil des présidents, qui a lieu ce soir, après notre séance, une proposition nominative pour cette présidence collective. Comme vous le savez, j'ai dit ma disponibilité pour un second mandat, et la plupart des membres de la présidence collective sortante sont plébiscités par les propositions des différents partis. Je pense, au vu des consultations dont nous tirerons le bilan ce soir à la réunion du Conseil des présidents, que nous pourrons nous diriger vers la reconduction d'une équipe, pour l'essentiel dans la continuité. Je crois que c'est une très bonne chose, après un mandat où nous avons progressé ensemble et avant des échéances politiques majeures. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un très bon travail collectif pour, comme l'a dit Maïté Molla tout à l'heure, que ce congrès soit le congrès du futur de la gauche européenne, mais tout simplement le congrès du futur de l'Europe. Merci.